Christophe Deleu, qui est de l'autre côté de l'écran, est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Robert Schuman de Strasbourg, au Centre universitaire d'enseignement du journalisme. Il est membre du groupe de sociologie politique européenne, mais aussi et surtout, pour ce qui nous concerne, du groupe de recherche et d'études sur la radio. Il est rédacteur en chef adjoint des cahiers du journalisme et producteur délégué à France Culture, pour une chaîne pour laquelle il a réalisé plus d'une cinquantaine de documentaires. Et il connaît d'autant mieux le sujet qu'il a commis un livre de référence qui s'appelle Le documentaire radiophonique, donc sur la question. Et c'est le spécialiste de la radio que nous avons souhaité écouter aujourd'hui, dans la mesure où l'une des formes de portraits sonores de pays ou de villes, eh bien, est le fait de la radio. Et dans le propos qu'il va nous présenter aujourd'hui, la radio va revêtir une dimension fictionnelle, ce qui n'est pas si commun pour le portrait de pays, dans la mesure où c'est un genre à vocation documentaire. Le titre de son exposé, Fiction audio dans l'espace public, l'exemple de 2 balades sonores réalisées à Strasbourg. Oui, bonjour. Eh bien, merci. Donc, je n'ai pas entendu la présentation, mais je ne doute pas qu'elle a été très bien. Je remercie beaucoup les organisateurs du colloque. Je suis extrêmement désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas un secret, j'ai été testé positif au Covid-19 au mauvais moment. Voilà, mais y a-t-il un bon moment? En tout cas, c'est tombé dans ce moment où je devais venir à Bruxelles. Et j'ai proposé, bien sûr, de faire cette intervention à distance, tout en sachant que c'est à moitié satisfaisant. Enfin, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. C'est un peu virtuel, mais on va faire comme si. Voilà. Pardon par avance, parce que c'est vrai que je ne suis pas là. Cette communication, l'organisation même de cette communication est un peu perturbée par le Covid. J'en suis désolé par avance, mais je tenais quand même à être présent d'une certaine manière dans ce colloque, dont les thématiques me sont proches. Voilà, donc tant qu'on ne m'envoie pas un SMS, je parle tout en ayant toujours un doute sur est-ce que vous êtes là, mais je fais comme si vous étiez là. Voilà, donc la fiction audio immersive dans l'espace public. Mon intervention va porter sur ce thème. Alors, un mot de mon ancrage théorique. Mes recherches portent surtout sur la frontière entre documentaire et fiction, ou entre fait et fiction, pour reprendre la distinction de Françoise Lavocat dans son ouvrage Fait et fiction, qui fait autorité dans ce domaine. Mais là où Françoise Lavocat plaide pour une frontière entre les faits et la fiction, j'interroge plutôt l'essence même de cette frontière, et je m'appuie notamment depuis plusieurs années sur les travaux de Roger Audin. Je voudrais citer son ouvrage de la fiction. Alors, ces recherches sur la frontière des genres sont universitaires, mais aussi pratiques, à travers, bien sûr, la conception de documentaire fiction pour France Culture avec François Test, que j'ai pu faire. Et pour cette communication, ce n'est pas une approche théorique que je ferai, mais plutôt un retour d'expérience, non pas sur un programme radio, mais sur un autre genre que je pratique depuis moins longtemps, le genre balade sonore ou encore fiction audio dans l'espace public, comme je qualifie plutôt le genre que je pratique. Voilà pourquoi je parle de fiction audio dans l'espace public. Ces fictions audio dans l'espace public permettent à l'auditeur marcheur, ce promeneur écoutant, de se plonger dans une histoire, une fiction, tout en déambulant à travers un lieu. Un mot de présentation, même si vous allez écouter un extrait. Le concept est simple, il suffit de se rendre à tel ou tel endroit, point de départ de la balade, et d'avoir téléchargé le fichier sonore sur son téléphone ou sur une tablette. Il est aussi possible d'écouter la balade en streaming, à condition d'avoir une bonne connexion sur place. Alors, je dis fiction au pluriel parce que pour l'instant, j'appartiens à un collectif en fait, qui s'appelle Sonia Podcast. C'est un studio de production de fiction audio. Et donc, pour l'instant, nous avons produit 4 fictions dans l'espace public. J'ai participé moi personnellement à 2 d'entre elles et je vais m'intéresser à ces 2-là en particulier.
Ces fictions audio, vous pouvez tout à fait les écouter sur le site, même en n'étant pas sur place. Il suffit d'aller sur le site Sonia Podcast. Tout est libre d'accès et gratuit. Vous vous demandez peut-être pourquoi ça s'appelle Sonia Podcast. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais une des raisons, c'est que le personnage de Sonia était une espionne russe qui racontait beaucoup d'histoires, de fiction. Voilà. Alors, on a créé le site il y a quelques mois et on ne savait pas, bien sûr, ce qui allait se passer. Et effectivement, on regarde ce prénom aujourd'hui un petit peu différemment à cause du réel qui s'impose à nous. Alors, si vous allez sur le site, les 4 fictions sont présentées. Un mot juste sur le financement, c'est financé essentiellement par les collectivités locales qui nous font des commandes ou les journées du patrimoine. Et les budgets peuvent être extrêmement variables. Elles peuvent aller de 600 € à 7000 € comme la dernière balade que nous avons faite. Ce qui nous permet, quand on a un budget comme ça, ça nous permet de payer plusieurs artistes en fait, pour les réaliser. Alors pour ce colloque, je vais parler principalement de 2 fictions, celles que j'ai coécrites, l'une autour d'un quartier de Strasbourg qui s'appelle la Méno, et l'autre autour d'un parc de Strasbourg, parc qui s'appelle tantôt Gruber ou Schweizer. Il a les 2 noms, j'expliquerai pourquoi. Alors pourquoi la fiction audio? Pour faire le portrait d'un quartier ou d'un lieu comme un parc. Et surtout, pourquoi ça ne va pas de soi, a priori. Juste quelques hypothèses. Quand on évoque les balades sonores, on songe plutôt à des formats de type audio guide ou documentaire ou field recording et beaucoup moins à la fiction. La fiction, c'est un récit inventé. Et donc, pourquoi un récit inventé dans un lieu qui a sa propre histoire, sa propre géographie, un lieu de vie aussi avec ses pratiques, ses rituels, ses usages, ses habitants. Un lieu qui s'impose donc dans sa matérialité et son historicité. Deuxième hypothèse, constat, la fiction audio est aussi un genre peu développé en radio et en podcast, même s'il a connu son heure de gloire dans les années 20 et 50, mais aujourd'hui, le public s'est déshabitué de cette pratique culturelle. Donc, pourquoi le choisir pour découvrir des territoires? Alors, si l'usage, c'est un peu notre problématique, si l'usage de la fiction audio ne va pas de soi a priori, nous allons voir qu'en réalité, c'est un genre pertinent pour faire un portrait de lieu, s'ancrer dans un genre artistique comme la fiction, délaisser l'approche purement didactique ou descriptive, permet de découvrir ou de redécouvrir un lieu à travers la notion d'imaginaire. Je vais parler de la conception de ces fictions, de leur écriture, de leur enregistrement et un petit peu de leur réception, parce que ce n'est pas l'objet de cette communication, ni de ce colloque, qui est de faire portrait. Et donc, comment faire portrait d'un lieu à travers la fiction audio. Voilà, donc là, je me tourne vers David parce que voilà, je pense que c'est nécessaire de prendre un peu de temps pour écouter un extrait. Et donc, on va écouter un extrait dans sa continuité, une dizaine de minutes. Voilà, on peut s'installer. Et on va écouter un extrait donc, de la balade de la fiction audio qui a été réalisée au parc Schweizer-Gruber, donc qui a été réalisée en juillet 2021. Voilà, donc je vous propose qu'on l'écoute et ensuite eh bien, j'en parlerai. Donc David, si tu m'entends, si tu es toujours là, on peut lancer la fiction et tu me préviens eh bien, quand l'extrait est terminé. Avant la maison, avant le parc, il y a ici à peu près rien. On est en contrebas de la dalle de l'Eus fertile, sur laquelle les maraîchers de Königshofen prospèrent et dans laquelle les brasseurs creusent leurs caves pour garder leur stock au frais. Face au bosquet, dirige-toi vers la gauche en longeant l'eau au plus près. Tu vas t'éloigner de la maison. Il n'y a qu'une prairie ici, où plusieurs cours d'eau serpentent. Leurs lits et leurs noms changent au fil du temps et des aménagements. Le Mulbach est un des cours d'eau les plus impétueux. Il fait tourner les moulins qui lui donnent son nom. Dès que le débit augmente, ça déborde et inonde. Depuis toujours,
marécage et malaria sont deux spécialités strasbourgeoises. Le coin est un véritable nid à moustiques. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle, le Schnockelor, trou aux moucherons. Au XVe siècle, on a composé une chanson à propos du tavernier local, car il tenait une brasserie juste à la lisière de la zone humide. Le Hans im Schnockelor. Tout ce qu'il veut, il l'a. Et tout ce qu'il a, il ne le veut pas. Et tout ce qu'il veut, il ne l'a pas. La plus célèbre chanson alsacienne est un hymne à ici même. Et ce Hans, ce pourvoyeur de bière rêvant de conquérir le monde, ne peut qu'être un ancêtre de David Gruber, alsacien archétypal, enraciné dans sa terre et avide de partout, toujours comblé, toujours frustré. Comme un certain docteur Albert Schweitzer, partant pour la ville de Lambaréné au Gabon. Continue près de l'eau jusqu'au mur de ronces qui recouvre la voie ferrée. Lorsque l'hiver est assez froid, on fait déborder le mulbar pour que l'eau des inondations gèle. Et alors on vient la récolter comme des patates. 20 000 tonnes de glace. À la fin de la révolution technologique, la prairie humide perd de son utilité. Depuis les fenêtres de son bureau, David Gruber contemple la friche. Elle est de 1000 tons de verre et toute cousue par des eaux brunies de pluie. Le patron rêvasse. Il se croit en Louisiane, dans le bayou cerné d'alligators. Il s'imagine sur l'Orénoque et le Rio Negro à la recherche des cités d'or. Il songe au Gange, au Missouri, à l'Ogooué. Je pourrais vivre ici, se dit-il. Il faudrait défricher, assainir, faire construire une maison élégante, mais sans ostentation. Continue à gauche en longeant la voie ferrée. Et puis planter des arbres du monde entier. David Gruber est puissant, volontaire et riche. Tout ce qu'il veut, il peut l'avoir. Il fait pousser son Xanadu, comme un enfant se construit une cabane. Regarde, là, à gauche. Ah bah c'est des balises satellitaires pour calibrer les GPS. Quand tu arriveras au chemin, tourne à droite. Avec, au bout de son jardin univers, la digue du chemin de fer sur laquelle 6 jours sur 7, dimanche exclu, un train plein de sa bière part pour ailleurs et revient chargé d'or. Les douk-douk de la prospérité bercent les nuits de sa famille. La rumeur du monde. Tu vas continuer sur ta gauche. Continue tout droit jusqu'à la grille.
Regarde ici. Ce sont les grands espaces. Mon père inonde tous les champs des alentours. L'hiver, ça gèle et ça forme de la glace. Les ouvriers la récupèrent, ils la transportent dans les caves de mon père pour conserver la bière. Je me souviens avoir dit, cet endroit serait parfait pour faire atterrir des soucoupes volantes. Tout le monde m'a regardé avec stupéfaction et a pensé que je délirais. Je ne pensais pas forcément à des soucoupes volantes d'ailleurs, mais je voyais quelque chose arriver du ciel. Il n'y a qu'ici qu'on voit vraiment le ciel. Moi, je pouvais aller plus loin. Cette grille n'existait pas. Mon domaine était beaucoup plus vaste. Il était sans limite. Les adultes ne peuvent pas s'empêcher de mettre des frontières partout. L'armée américaine vient de publier un rapport. Elle admet enfin l'existence d'événements inexpliqués dans le ciel. Peut-être des phénomènes météo, peut-être l'ennemi qui a inventé des appareils inconnus. La dernière catégorie s'appelle « Autres ». Les autres? Mais qui ça? Reviens sur tes pas et traverse l'herbe pour continuer ta route sur la piste d'entraînement en direction du gymnase. Nous venons de tous les endroits du monde pour lancer nos frisbees. Ils ressemblent à des soucoupes volantes. N'aie pas peur d'elles, même si elles vont très vite. Nous sommes nous-mêmes des soucoupes volantes, catapultées depuis tous les endroits du continent. Mais nous ne restons pas. Nous allons voler plus loin, après avoir épuisé le lieu. Ma mère m'interdit de venir ici l'hiver. Elle n'aime pas la glace qui s'étend à perte de vue et qui forme comme un désert blanc. Elle pense que je vais tomber dans la glace et que je ne réussirai pas à m'en sortir, ou que je vais m'étouffer dans la glace, ou que je serai blessée et que je mourrai de froid. D'autres jours, elle pense qu'il y a de l'eau sous la glace, que la glace va céder et que je vais me noyer. Rien de tout ça ne peut arriver, bien sûr. Mais elle a fini par détester cet endroit. À ta droite, une de ces étranges structures métalliques. Peut-être des agrès de parcours de santé. On est censé les passer à saut de mouton. Tu ne les verras peut-être pas aujourd'hui, mais elles sont régulièrement dans le parc. Elles sont peut-être dans le gymnase que tu aperçois maintenant. C'est une bande de fillettes. Elles ont les cheveux courts ou attachés et sont habillées en noir. Elles sont capables de rire et de parler en même temps qu'elles courent, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de temps libre. Devant le gymnase, reviens sur tes pas. Longe-le en tournant à gauche, puis repasse sous la voie ferrée. Au tout début, je faisais de la gymnastique artistique avec les barres, les poutres et tout. Et ma grande sœur, elle faisait de la GR. Et puis vu qu'au championnat de France, elle est arrivée deuxième, et j'ai voulu faire comme elle. Au début, c'était quand même un peu dur parce que j'avais pas mes parents, mais
Après, je me suis vite fait. Une sportive de haut niveau, c'est avoir entraînement tous les jours, avoir des cours aménagés, surveiller comment on mange, bien dormir, c'est être cadré, quoi. Après, j'ai pris l'habitude depuis l'année dernière, mais après, je trouve que c'est quand même... t'as pas de pause, t'enchaînes tout le temps tout, entre aller au collège, revenir, aller à l'entraînement, manger, c'est super speed. Je me sens quand même beaucoup fatiguée. Je me dis que là, ce soir, je vais faire une bonne nuit et bien me reposer, parce que demain, on a aussi une grande journée. Merci pour votre écoute. Donc, c'est une fiction qui a été écrite avec Léo Henry, réalisée par Marine Anger et produite avec Audrey Meyer. Donc, vous avez entendu des voix, des sons, des registres d'écriture différents qui se mêlent à des espaces sonores, ce qu'on pourrait appeler en fait de l'hétérogénéité. Rappelons aussi que la situation d'écoute dans laquelle vous êtes pour ce colloque n'est pas la situation d'écoute pour laquelle cette fiction a été conçue. Elle a été conçue pour être écoutée, encore une fois, en déambulation dans un espace public, dans un parc. Mais bon, pour en parler, bien sûr, on n'est pas dans les mêmes situations. Alors, le lieu, puisqu'on parle du lieu dans ce colloque, des lieux des pays, le lieu dans nos fictions n'est pas une donnée naturelle. Il n'est pas non plus un décor de cinéma choisi pour accueillir une histoire imaginée dans un ailleurs. C'est ancré dans le lieu, et ce lieu, dans la fiction audio, témoigne en fait de cette construction sociale d'une partie du territoire à travers le temps et des représentations qui y sont attachées. D'ailleurs, quand on commence à écrire dans un lieu, en quelque sorte, le lieu en fait met au garde à vous l'auteur, qui est un peu muselé au début. Pour reprendre notre première hypothèse, la question qu'on se pose souvent, c'est: est-il possible d'inventer un récit dans un lieu qui a sa propre histoire? Car au premier abord, c'est un peu comme si la fiction, tout en n'étant pas une tentative impossible, devait jurer fidélité et respect au lieu. Alors, dans cette phase d'écriture, il y a donc parfois des impasses. Dans le parc Gruber, là, que vous venez d'entendre, l'un des lieux choisis pour nos fictions, il y a par exemple une villa abandonnée, dont il n'est pas question dans l'extrait, mais il est question d'une villa abandonnée depuis de nombreuses années maintenant. On ne peut même plus y rentrer pour prendre du son ou regarder. Cette maison abandonnée, bien sûr, qu'on ne voit que de l'extérieur, charrie bien sûr tout un univers romanesque. Et j'avais commencé par imaginer l'histoire d'un petit garçon emprisonné et des sons qui s'y échappent, qui s'échappent de la maison murée. Un peu comme des sons comme des appels au secours. Mais en fait, ça ne fonctionnait pas. C'était comme une fiction plaquée sur un lieu, ce qui parfois peut être le danger en fait de la fiction dans l'espace public. En fait, tout le monde semblait rejeter cette idée, les autres membres du collectif, le parc lui-même. Enfin, c'est une idée qui n'a pas fonctionné. J'ai alors préféré que le public se demande pourquoi la famille Gruber, la famille qui possédait cette villa, ce parc, avait vendu sa villa, et quels avaient été les derniers moments de l'histoire de cette famille. J'ai préféré imaginer les questions que l'on se pose face à cette immense demeure en briques. Et donc l'enfant que vous avez pu entendre, l'enfant qui est incarné par une comédienne, l'enfant raconte, suggère, émet des hypothèses, et ainsi donc le lieu garde son mystère, et on ne s'éloigne pas complètement de l'histoire de la villa qui a accueilli de nombreux enfants. Il s'agit donc bien d'une fiction documentée. Ce n'est pas une fiction importée, écrite sans lien avec son environnement. Elle est écrite après que les auteurs se sont imprégnés des lieux, et thèmes et personnages sont créés après une phase d'enquête. Il y a tout d'abord alors en fait une plongée dans l'histoire à travers la consultation de livres consacrés aux lieux. Parfois il y en a peu, ou même des archives de la ville, comme c'était le cas pour l'extrait que vous avez entendu. Mais il s'agit aussi d'éprouver l'expérience du lieu, sa matérialité.
c'était pas qu'une activité intellectuelle en fait. Il faut s'installer en fait dans le lieu plus ou moins longtemps. C'est un peu comme une sorte de méditation d'ailleurs. Et avec le collectif, donc pour le parc Gruber, nous avons passé beaucoup de temps sur les bancs du parc. C'était l'été, enfin, le début de l'été. Nous sommes restés très longtemps immobiles dans l'observation. Et j'ai repensé d'ailleurs, en nous voyant là, j'ai repensé à un personnage d'un roman de Don DeLillo que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Point Oméga. Ce personnage qui regarde le film Psychose d'Hitchcock au ralenti dans un musée pour mieux capter ce qu'on ne voit pas à la vitesse normale. C'est un peu ça l'idée, en fait, de cette observation du lieu. Cette observation, cette situation d'observation m'évoque aussi les vidéos de Bill Viola qui invitent en fait à contempler les lieux en forçant le spectateur à s'arrêter sur une image et à ne pas la lâcher pour une certaine durée. Et dans cette phase de repérage, on est aussi en mouvement, on marche dans le lieu, on l'arpente en tous sens pour mieux éprouver justement cette matérialité. C'est ensuite que viennent les thèmes envisagés. Donc, pour une des deux fictions réalisées au quartier de la Méno, que vous pouvez écouter sur le site, le thème, ça a été l'espionnage. Deux personnages principaux, un couple d'espions qu'on peut entendre. Et pour le parc Gruber, le thème, ça a été l'enfance. Deux personnages principaux, un conteur que vous avez entendu et une femme qui peut être perçue comme un personnage enfant ou quelqu'un qui raconte son enfance. Et puis d'autres sons, des sons de train, des sons d'enfants qui jouent de la musique. Alors, comment se font ces choix? Ils ne sont pas arbitraires. Pour le quartier de la Méno, pourquoi l'espionnage? Le quartier, en fait, que j'habite par ailleurs, que je connais bien, a abrité un personnage célèbre, Schulmeister, qui était un espion de Napoléon. Voilà, c'est la chance. Celui-ci était un espion tout en étant un notable de Strasbourg qui avait même son château, une espèce de double vie là, qui est déjà un ancrage intéressant pour fictionner. Et il y a même un téléfilm, très vieux téléfilm, qui lui était consacré en France et qu'on a pu regarder. Et quand, en fait, dans le quartier de la Méno, quand on s'est promené et qu'on a vu toutes ces villes-là, un quartier plutôt résidentiel, c'est une partie du quartier qui est comme ça, très calme en apparence, on s'est posé la question de savoir ce qui pouvait se passer derrière ces façades. Un peu comme dans le roman de Robert Coover, La femme de John, savoir ce qu'il y a derrière les maisons. Et ce couple imaginaire d'espions qu'on a imaginé ressemble d'une certaine manière au couple de la série The Americans, où à Ray Finch, en fait, le héros d'un roman de Norman Rush, de Simple Mortel. Ray Finch, en fait, c'est un agent de la CIA qui est chargé d'espionner la population locale au Botswana. Voilà. Toutes ces figures ont influencé en fait la création de notre couple. Deuxième exemple, là, que vous avez écouté pour le parc Gruber. Gruber, en fait, c'était un homme de science et un brasseur célèbre à Strasbourg au XIXe siècle. Il a inventé la fermentation qui permet de conserver la bière. Il est aussi, lui, d'une certaine façon, devenu un notable. Et autour de sa brasserie, il s'est fait construire une très, très belle villa, un grand parc composé d'arbres venus du monde entier, des voies de chemin de fer pour exporter sa bière. Il nous est apparu en fait comme un enfant qui créerait son monde avec des figurines et des modèles réduits, des trains, des arbres, comme dans un film de François Truffaut. Mais comme pour beaucoup de dynasties alsaciennes, c'est-à-dire ces familles qui ont créé en fait des grandes industries, il y a eu des problèmes de succession. Il n'y a pas eu d'héritier. En fait, la figure d'un héritier qui reprendrait seul l'affaire familiale. Il y en avait un, mais il a été tué dans un accident de chasse, dit-on, et la brasserie, plus tard, a été vendue. Donc, le parc et la maison sont devenus la propriété de la ville, et c'est progressivement donc devenu un parc public. Et quand nous avons arpenté les lieux, avec Léo Henry en particulier, on a pensé bien sûr à un petit Xanadu, ce lieu mythique du film d'Orson Welles, créé de toutes pièces en fait par un homme d'affaires. Voilà, donc pour écrire nos fictions, nous accumulons en fait par conséquent toute une série d'informations sur les lieux, mais comme l'intention n'est pas d'écrire un texte didactique, nous souhaitons évoquer le passé, mais aussi se faire télescoper ces faits historiques avec le présent de ces lieux, et avec toutes ces références de livres et de films qui nous viennent à ce moment-là. Les personnages de nos fictions ne sont pas des personnages réels,
Nous ne faisons pas parler Schulmeister, l'espion, ni Gruber, le brasseur, comme par exemple dans la série de France Inter, Autant en emporte l'histoire. Nous imaginons plutôt des personnages imaginaires, donc un couple d'espions, un conteur, un enfant. Parfois, nous jouons aussi avec ce qu'on appelle les rapports de place. Peut-être vous l'avez perçu, mais pour Gruber, en fait, vous avez un conteur qui raconte des faits réels et vous avez un personnage donc, qui raconte des faits plutôt imaginaires. En fait, c'est le conteur. Le conteur, normalement, raconte la fiction. Là, c'est le conteur qui raconte les faits réels. Et le témoin, la figure du témoin, en fait, qui normalement un témoin, ça raconte des faits réels. Là, le témoin raconte des faits imaginaires. Donc, on a inversé en fait les rapports de place. Donc, ensuite, le texte est écrit en fonction des lieux traversés. Et en particulier pour Gruber, nous avons passé beaucoup de temps à marcher dans le parc, non seulement pour nous imprégner des lieux, mais pour faire le parcours. En fait, nous faisons le parcours de la balade sonore avant d'écrire et d'enregistrer. Ensuite, on découpe le parc en plusieurs zones et chaque texte a été écrit en fait, pour être écouté dans une zone précise. Par exemple, on avait une zone qui s'appelait zone Indiana Jones, qui était en fait une pierre qui nous faisait penser à une table d'orientation. Et nous avons imaginé tout un texte en fait, qui tournait autour de la table d'orientation et des voyages. Voilà. En fait, on a pensé aussi à certaines visites qu'on peut faire dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne, où on mélange en fait, des éléments extrêmement matériels, du granit, en fait, de la pierre, avec des légendes. Alors, pourquoi la fiction ? Alors, pour Roger Audin, que j'ai cité en introduction, quand on est face à une fiction, en tant que public, on abandonne en fait ses défenses, à l'inverse du documentaire, où on est toujours dans une quête de savoir. Et en fait, d'après Audin, on n'abandonne pas ses défenses, on ne se laisse pas aller d'une certaine manière. Alors que pour la fiction, en fait, on n'interroge pas du tout la fiction en termes de vérité. On sait qu'on est dans un univers inventé, même si de nombreuses informations réelles sont données. Le public peut donc s'abandonner et il est prêt à plonger dans l'imaginaire. Il est donc beaucoup plus facile de faire basculer ses auditeurs dans l'imaginaire, ce qui est quand même la finalité de la fiction dans l'espace public. Après la séance d'écoute, d'ailleurs, certains auditeurs semblent se réveiller comme s'ils avaient été plongés dans un rêve. Alors, dans le cadre de la fiction, dans le parc Gruber, la fiction est le genre approprié pour les raisons suivantes, selon nous. Dans un premier temps, en fait, on regarde ce parc, il faudrait d'ailleurs les photos, comme un espace naturel, avec des arbres, avec une faune. Mais quand on l'observe un peu plus longtemps, on perçoit bien qu'il s'agit d'une création purement humaine. Gruber a conçu son propre espace de vie, chaque élément ressemblant à un accessoire d'un décor qui s'ajouterait aux autres. L'imposante villa, les arbres venus du monde entier, le kiosque, des parcours, des chemins qui ont été tracés par Gruber et qui contournent les arbres. Tout s'impose en fait aux promeneurs. Et donc la fiction a été conçue d'après ce paradoxe, un espace a priori naturel, qui est en réalité une domestication de cette nature, marquée par l'importation d'arbres exotiques, noyers du Mexique, séquoia, et l'organisation de ces plantations. Il y a par exemple 2 allées de charme qui forment une sorte de V. La domestication n'est pas un terme choisi au hasard. Avant d'être le territoire d'un riche brasseur, ce lieu était un endroit sauvage, un marais, infesté de moustiques qui repoussent a priori toute présence humaine. Ce parc, donc, cet espace, d'abord privé, est le symbole d'une réussite sociale et il devient ensuite un espace public dont s'emparent les usagers avec ses bancs, ses installations sportives, ses jeux pour enfants. Pour information, ce parc est aujourd'hui la propriété en fait, d'associations sportives. Le changement de nom du parc durant les années 30 illustre d'ailleurs cette métamorphose. Le parc passe de Gruber à Schweizer, du nom de cet autre Alsacien célèbre, ce médecin, qui renonce à être un notable et part soigner les Africains, comme un effet de symétrie en fait, involontaire entre Gruber et Schweizer. La fiction raconte ainsi comment ce territoire s'est transformé au fil des années. Le conteur livre des éléments factuels qui retracent l'histoire des lieux, tandis que l'autre personnage incarne un enfant qui se serait affranchi de toutes ses règles pour s'emparer du parc et qui passerait d'un arbre en arbre
comme un peu le héros de Calvino, le baron perché. Cet enfant serait aussi celui qui aurait refusé de reprendre l'entreprise familiale. Il est celui qui a vu la maison se vider de ses habitants. Il est celui qui connaît toutes les cachettes du parc pour échapper au regard des adultes. Il est celui à qui le public peut s'identifier, car chacun peut se souvenir de sa propre enfance et la mettre en résonance avec celles qui sont suggérées dans la fiction. C'est d'ailleurs, une partie du public d'ailleurs se mettait à raconter sa propre enfance après la séance d'écoute. Pourquoi l'enfance ? Les enfants revenaient souvent lors de la préparation de cette fiction. Lors de ces phases de repérage, nous avons même croisé de très jeunes filles en bande qui couraient en tenue noire. Nous avons appris que c'était des jeunes gymnastes, des enfants qui quittent leur famille pour s'entraîner à la compétition sportive, très jeunes. Cette rigueur et cette exigence dans les conditions d'entraînement, ces contraintes, cette domestication des corps ont fait écho pour moi à la volonté de Gruber de domestiquer l'espace naturel. Et l'enfant qui se raconte en fait dans la fiction est apparu comme en réaction à cela aussi, à cette volonté de domestiquer les enfants en les transformant en gymnastes ou en leur faisant reprendre les affaires familiales, un peu comme dans la fable de Prévert. C'est la raison pour laquelle on entend la vraie voix d'une gymnaste dans la fiction, à la fin, de l'extrait que vous avez pu entendre. C'est issu d'un reportage qui a été produit par un étudiant en école de journalisme. Et ça aussi, on aime le faire dans nos fictions. La fiction s'empare d'éléments purement documentaires que l'on agrège à la partie fictionnelle. Donc, quand vous entendez cet enfant, vous êtes en fait face au gymnase où s'entraînent ces jeunes filles. La fiction audio dans l'espace public se joue donc de coïncidence, de résonance et télescope éléments réels et imaginaires. Plusieurs exemples encore. Le parc apparaît comme le berceau de la vallée strasbourgeoise, mais évoque aussi des paysages beaucoup plus lointains. Il s'avère en effet qu'avant d'être le parc Gruber, comme je l'ai dit, cette zone était un marais infecté de moustiques, et c'est là qu'aurait été composée une chanson mythique alsacienne, le Hans im Schnockele, que vous avez pu entendre, qui se traduit littéralement par le Jean du trou aux moustiques, chanson que, effectivement, vous avez entendue sous une forme particulière. Les marais, en fait, ont été asséchés, mais il reste encore des canaux dans le parc, et avec les arbres venus d'ailleurs, cela évoque bien sûr un paysage de Louisiane. Et pour la fiction audio, nous avons donc réinterprété et réorchestré le Hans im Schnockele. C'est Marie Nanger qui chante et qui joue des instruments, en fait, dans l'extrait que vous avez entendu. Et nous avons, en fait, situé cette chanson à l'endroit précis où le promeneur écoutant arrive devant ces paysages de bayou. Deuxième exemple, le parc est ancré dans le paysage strasbourgeois. Il ressemble à d'autres parcs d'une certaine manière, dans toute sa banalité, si on fait bien sûr abstraction des arbres qui le sortent de cette banalité. Et en même temps, d'étranges structures métalliques se retrouvent partout dans le parc. Peu de promeneurs savent à quoi elles servent. Et c'est vraiment là que nous retrouvons le héros du point oméga de Don DeLillo. À force de regarder, en fait, quelque chose, on s'interroge et on mène l'enquête pour savoir à quoi servent ces structures métalliques qui n'ont pas de forme. C'est très bizarre. Il y en a plus d'une trentaine dans le parc. En réalité, ces structures en fait, servent à des disques golf. Et le lancer de disques golf est une pratique sportive que nous ne connaissions pas. Cela ressemble en fait à du lancer de disques, mais il faut y ajouter la volonté de faire arriver le disque dans cette structure métallique, un peu comme au golf en fait, la structure métallique étant un réceptacle. En fait, il y en a très très peu en France. Et là, à Strasbourg, dans ce parc, il y en a une. Et il y a un parc, en fait, il y a un circuit qui a été installé dans ce parc. Et de nombreux praticiens viennent parfois de très loin pour utiliser ce circuit. Et à force de rester dans le parc, nous en avons vu en fait. Alors ces voyageurs qui arrivent et repartent aussitôt, contrairement à des usagers réguliers du parc, nous sont apparus comme des symboles de la mondialisation touristique, à tort ou à raison. Le voyageur du Dubrovnik, voyageurs qui traversent les lieux sans les habiter réellement, comme des comètes. Ces voyageurs ressemblent aux disques qu'ils lancent et qui font penser aussi à des soucoupes volantes, d'où l'arrivée des soucoupes volantes. Ces structures métalliques, en fait, nous ont fait imaginer des énigmes dans la construction du récit et nous ont conduit à évoquer en fait, des récits de soucoupes volantes, puisque c'est la forme qu'ont ces disques golf quand ils sont lancés
avant de rejoindre la structure métallique. Et en plus, quand nous étions en train d'écrire la fiction, coïncidence, l'armée américaine venait de publier des documents longtemps confidentiels portant sur les soucoupes volantes ou objets non identifiés. Troisième exemple, Gruber, avant d'inventer un procédé qui allait révolutionner la conservation de la bière, utilisait une technique pour produire de la glace. Vous l'avez entendu, à l'automne, les champs autour de sa villa étaient volontairement inondés et durant l'hiver, tout gelé, on redécoupait la glace formée pour la transporter dans des caves très froides où elle se gardait tout l'hiver pour conserver les stocks de bière. On appelait ça bien sûr des glacières. Dans la fiction, en fait, ces champs de glace deviennent d'inquiétants paysages. On évoque à la fois d'un point de vue documentaire et d'un point de vue fictionnel. Et on a peur, en fait, que les enfants se noient, s'enfoncent et se noient dans ces couches de glace et de neige. Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique et la neige et la glace ont disparu de Strasbourg. La fiction peut donc s'approprier toutes ces dimensions et devient donc hétérogène. Il ne s'agit pas d'énumérer des faits de manière descriptive en lien avec le lieu. Il s'agit donc de souligner l'hétérogénéité en juxtaposant des sons multiples, croisements de personnages et de narrations non forcément situés. Alors, juste un mot de la réception, puisque ce n'est pas l'objet du colloque. Je rappelle que la fiction audio dans l'espace public est conçue pour être écoutée le corps en mouvement, même s'il y a des arrêts. On est dans un programme linéaire. Le programme radio ou podcast ne l'est pas, même si on peut l'écouter, bien sûr, en étant mobile, mais ce n'est pas sa vocation première. Et donc, pour un public, pour un genre comme pour la fiction, ça peut être extrêmement déstabilisant, car en fait, un public qui marche comme ça en écoutant une fiction abandonne ses défenses pour pénétrer dans un univers fictionnel, et le corps et l'esprit restent toutefois mobilisés pour suivre les informations liées au respect du parcours et pour respecter les conditions de sécurité aussi. Et cela a bien sûr un effet déstabilisateur qu'on a pu constater. D'autre part, l'écoute va de pair avec l'observation des lieux. Là, vous n'avez écouté que le son. Mais normalement, il y a une correspondance entre les images et le son qui est pensé. C'est une réalité en fait augmentée par le son, une réalité visuelle, mais aussi une réalité sonore. Il est arrivé que quand nous faisions en fait les séances d'écoute collective, des sons de chevaux en fait dans la fiction se mêlent à des vrais sons. Pareil pour les trains, les trains marchandises qui sont extrêmement qu'on entend vraiment beaucoup, et qui se mêlent à des vrais sons de train qui passent pendant la balade. Cette perception des lieux, donc, s'en trouve radicalement modifiée. Cela fait parfois même davantage penser à du spectacle vivant plutôt qu'à de la radio ou du podcast. Et cela crée bien sûr un trouble. On sait que certaines parties du public préfèrent faire la balade en fait en étant accompagné en collectif pour ne pas en fait à se poser la question du respect en fait des consignes des trajets, alors qu'une partie du public préfère faire la balade en fait en étant seul, préfère être dans une sorte d'intimité, dans une sorte de solitude pour traverser les lieux en écoutant la fiction. J'ajoute que c'est une expérience multisensorielle puisqu'il faudrait y ajouter la question des autres sens, à savoir par exemple l'odorat, puisque en fait les arbres dont j'ai parlé produisent aussi des odeurs et que donc quand on traverse ces lieux, on perçoit aussi ces odeurs, les odeurs des canaux, les odeurs de l'herbe, les odeurs des arbres. C'est donc effectivement une expérience multisensorielle. Voilà. Donc voilà, c'est un champ un peu nouveau en fait pour notre collectif Sonia, qui ne fait pas que des balades sonores, on fait aussi des fictions plus traditionnelles. Vous pourrez découvrir en fait, par exemple, une série sur les rêves qui s'appelle La Brigade des rêves qu'on a commencé, ou une série qui s'appelle Fin du monde. Voilà, donc on est habitué aussi à faire de la fiction qui n'est pas dans l'espace public. C'est très différent pour nous. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. On est sur le point de commencer une fiction qui va se dérouler dans une réserve naturelle dans le nord de l'Alsace, et ce lieu s'appelle Münchhausen. Voilà, il n'y a pas de coïncidence. Münchhausen, bien sûr, ça vous évoque sans doute quelqu'un, un baron, voilà, et où la fiction était déjà présente. Voilà. Donc, on n'a pas encore repéré. On a juste allé enregistrer pour l'instant des sons d'un hibou extrêmement rare en Alsace. C'est tout ce qu'on a fait pour l'instant, mais voilà. Donc, ça commence comme ça.
Et voilà, donc c'est une autre façon en fait de découvrir les espaces. Une première question, le temps que les gens rassemblent leur méninge et tout ça, que cette question de la domestication que tu évoquais par rapport à l'espace qui était à présenter dans la fiction, tu as dit au début alors je ne sais pas si c'est le terme que tu as utilisé, le réel, mais qu'il y avait l'idée de garde à vous, qui mettait les auteurs au garde à vous. Et je me disais, tiens, est-ce que le dispositif fictionnel que vous avez finalement adopté pour ces deux fictions ne consiste pas finalement à domestiquer, parce que domestiquer, c'est pas non plus soumettre à coup de fouet, mais apprivoiser, organiser un petit peu. Et donc finalement, s'il y a pas je me demandais dans quelle mesure il n'y avait pas une démarche de domestication aussi de la matière à traiter dans la façon dont vous avez abordé les choses. Voilà, tu peux rallumer ton micro et on t'écoute. Oui, merci. On commence par une question très compliquée. Au départ, c'est une sensation quasiment physique. D'ailleurs, on entend beaucoup d'écrivains qui évoquent toujours, dès l'instant où ils s'emparent de faits réels, ils ont ce même questionnement. La question que j'ai appelée la question du garde à vous ou de la domestication. Oui, bien sûr. Alors, c'est encore... Moi, la première fiction que j'ai écrite en fait, dans l'espace public, ça a été celle de la Méno. Et je crois, quand je la réécoute, que je crois qu'effectivement, là, je pense que je l'ai vraiment domestiqué, le lieu. Un peu trop, d'ailleurs, à mon goût, quand je réécoute la fiction. C'est-à-dire qu'il y a plus la volonté en fait, d'imposer une fiction dans un lieu, même si ça colle. Je pense que ça fonctionne. À la Méno, il y a une maison un peu mystérieuse avec une grande antenne. Personne n'habite là-dedans. On ne sait pas à quoi elle sert. Je n'ai jamais réussi à savoir. Donc, pour le Gruber, en fait, ça s'est vraiment manifesté physiquement parce que, comme je l'ai dit, j'ai écrit avec Léon Henry, qui est un auteur strasbourgeois, qui fait beaucoup de science-fiction. Et c'est étrange parce que lui, qui est strasbourgeois d'origine, a été, à mon sens, dans cette position de garde à vous, et il n'est pas allé dans la fiction. Alors que c'est amusant, normalement, c'est ce qu'il fait régulièrement. Il imagine d'ailleurs toutes sortes d'univers. Mais là, dans cet espace-là, il est resté, en fait, dans le réel. C'est lui qui a écrit les parties, en fait, qui correspondent à celles du conteur, c'est-à-dire aux faits réels. Et finalement, il n'a pas quasiment imaginé. Il a mis en forme, il a écrit la narration de ce conte, mais qui s'inspire vraiment de faits réels. Alors que c'est moi qui viens plutôt au départ, je ne suis pas un écrivain au sens littéraire, je suis plutôt du côté du journalisme, et c'est moi finalement qui me suis emparé de la partie fictionnelle. C'est comme si, en fait, sans qu'on s'en aperçoive, on avait inversé nos propres places habituelles. Mais ça s'est fait extrêmement naturellement, sans concertation. Voilà, donc j'ai pas de réponse à cette question. C'est vrai que j'ai senti de la part du collectif, parce qu'on était à 4 quand on repérait, c'est quelque chose que j'ai senti énormément, c'est-à-dire cette peur, non pas de violer l'espace, mais en tout cas d'apparaître comme des étrangers, des outsiders, des éléments extérieurs. Et voilà. Moi, je suis davantage parti d'emblée, peut-être parce que c'est un parc que je ne connaissais pas et parce que je ne suis pas strasbourgeois, je suis davantage parti dans l'imaginaire tout de suite, où j'ai dû me réfréner même. Voilà. Donc, oui, il y a une forme, de toute façon, après, dès l'instant où on conçoit, mais ce serait pareil si on était dans un documentaire ou même du field recording, à un moment donné, on s'empare quand même du lieu et on le domestique d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'on le met en forme, bien entendu. Alors, est-ce que c'est trahir ce qui équivaudrait à du lieu, à une description plus objective? Je ne sais pas, mais moi, je suis assez vite quand même les préceptes de Philippe Roth, l'écrivain qui a beaucoup travaillé sur ces questions de réel et de fiction et qui considérait plutôt comme une libération le fait d'approcher le réel par la fiction. Alors bon, c'est un peu une pirouette, mais en tout cas, moi, c'est ce que je préfère en tant qu'auditeur et en tant que créateur. Moi, je voulais juste savoir sur le format de diffusion. Est-ce que pour le moment, c'est juste un fichier qu'on télécharge sur Internet et puis on a notre petite carte? Ou est-ce qu'il y a une pensée, peut-être avec le groupe, avec le collectif, autour de un format plus plastique? Je ne sais pas, parce que comme c'est une fiction, on pourrait dire, est-ce qu'on ne pourrait pas l'acheter en librairie sous un format papier ou quel qu'il soit, je ne sais pas.
et puis partir à la balade avec son audio-livre sur un format qui correspondrait. Je ne sais pas. Alors la question était celle de la... Oui, merci pour la question. Vous êtes toujours là? Absolument. Ah, parce que l'image s'est figée pour moi. Donc, voilà. Non, là pour l'instant, effectivement, les cas de fiction qui sont sur le site sont vraiment conçus pour être des fictions en fait à écouter sur les lieux. On fait régulièrement en fait à Strasbourg des séances collectives. On fait aussi, mais même quand je dis collectif, ça peut être des petits groupes régulièrement. Voilà, quand il y a des manifestations particulières. Voilà, on communique en fait sur notre site ou sur la page Facebook ou d'autres réseaux, pardon, et on fait des petits événements, mais pour l'instant, nous vraiment, c'est un travail qui est conçu pour être écouté sur place. Je ne sais même pas, à vrai dire, ce que ça donne une diffusion de type radio comme aujourd'hui. Parce que nous, on est tellement habitués maintenant à voir les images, je ne peux pas vous montrer les... Mais en fait, quand on conçoit la fiction, on a des photos. On prend énormément de photos. Moi, j'ai un petit livret avec toutes les photos du parc, toutes les zones traversées. Et Marine Angers avait aussi conçu une espèce de grand plan du parc avec toutes les zones, avec chaque zone ayant son propre nom et avec les sons qui sont venus. Donc, il y a quelque chose vraiment de pensée pour le lieu. Je n'assimilerais pas ça en fait à du livre audio ou même à un programme radio. Enfin, ce n'était pas nécessairement le cas pour la première que j'ai écrite, mais là vraiment pour la deuxième, je suis infiniment convaincu que ce que vous avez entendu, c'est le fruit d'une relation entre un lieu et son son en fait. Hein. Donc alors on peut bien sûr l'écouter comme vous l'avez écouté aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça donne d'ailleurs sans les images, mais en tout cas c'est autre chose. C'est pas incomplet, mais en tout cas c'est pas le premier objectif, c'est pas la première visée qu'on a. Toujours en termes de diffusion, est-ce que donc c'est apparemment un fichier qu'on télécharge et donc on se balade avec des écouteurs. Mais dans ce que j'ai entendu, il n'y a pas non plus quelque chose qui peut donner le rythme de la marche. Et donc, si on doit être à tel endroit, à tel moment pour voir telle chose, comment est-ce qu'on calibre le rythme de la marche? Et est-ce qu'il y a eu une réflexion par rapport à une possibilité de géolocalisation de la promenade qui permettrait de résoudre en partie ce problème-là? Oui, merci pour la question. Alors, sur la première partie, il y a des indications, de marche. Déjà, il y a un rendez-vous, on donne rendez-vous à un point fixe, et ensuite, on démarre la balade, et ensuite, il y a des indications, effectivement, quand il faut marcher, quand il faut s'arrêter, quand il faut tourner à gauche, quand il faut tourner à droite. C'est parfois un peu laborieux, d'ailleurs, il faut bien le dire. Ça nous prend énormément de temps, dans la conception de la balade, parce qu'il y a des désynchronisation régulières. On essaie de faire la balade aussi en ayant des rythmes de marche différents pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de rythme. Donc ça, c'est extrêmement casse-tête. Et en fait, dès qu'on ajoute quelque chose dans la balade, même un son de 10 secondes, ça peut conduire à une désynchronisation. Donc, c'est un élément important. C'est pour ça que dans les balades qu'on fait en collectif, il y a toujours l'un d'entre nous dans le collectif qui, en quelque sorte, donne le rythme. Et c'est pour ça que c'est parfois plus plaisant de faire la balade comme ça. On n'a plus à trop à se soucier de savoir si on est dans le bon rythme ou pas. Alors, quand on est seul, oui, il peut y avoir des problèmes de rythme. C'est évident. Il y a des décalages qui se créent. Voilà. Ça fait partie de la balade, de la même façon qu'on a pu faire des balades avec des averses torrentielles qui créent ensuite donc du coup on se protège, on va dans un kiosque, on n'est plus complètement raccord. Il se crée autre chose en fait entre les sons et les images, là qu'on ne maîtrise pas pour le coup, mais en fait pour certains auditeurs ce n'est pas extrêmement gênant. Voilà, parce que sinon il faut bien le dire, ça peut apparaître comme assez directif. Ce type de procédé, parce que c'est nous quasiment qui imposons le rythme, la marche. Et puis, en fait, il y a aussi des problèmes parfois. Dans Gruber, vous avez une zone qui s'appelle Indiana Jones, que nous, on a appelé Indiana Jones. Et c'est très compliqué parce que vous avez donc des dénivelés et donc aussi des arbres. Il faut vraiment se plier en deux
sous les arbres. Donc, on a eu des problèmes extrêmement pratiques, par exemple pour l'accès. Et nous avons dû préciser, par exemple, pour les personnes qui étaient à mobilité réduite, qu'il y a un tronçon qu'ils ne pouvaient pas forcément faire. Ou si vous aviez une poussette, par exemple. Enfin, il y a toutes sortes de questions techniques comme ça qui se posent, mais qui font partie de l'expérience. Donc, on essaie de tenir compte de tout ça. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement des problèmes de synchronisation. Ça fait partie des risques. Sur la deuxième partie de la question, sur la géolocalisation, oui, on y a réfléchi, d'autant que ici à Strasbourg, il y a un artiste qui est connu pour ça, qui est Gaëtan Gromer, qui fait des balades sonores depuis plusieurs années. Et il en a fait une il n'y a pas très longtemps au port du Rhin, notamment, qui repose sur ce principe de la géolocalisation. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est moins, on adhère moins en fait à la géolocalisation. On préfère pour l'instant la fiction linéaire, qui vraiment est, en quelque sorte, est une plongée en fait. Et une fois que le son a démarré, ça ne s'arrête pas. Donc il n'y a pas vraiment d'arrêt, comme il peut y avoir par exemple dans des balades avec géolocalisation. Quand vous n'êtes plus proche du lieu, il ne se passe plus rien. Et en plus, la géolocalisation, alors ça dépend, mais n'est pas encore complètement au point. Et vous avez quand même régulièrement des endroits où ça ne fonctionne pas. Et là, quand ça ne fonctionne pas, eh bien, il ne se passe plus rien. Donc, ça peut être un inconvénient. Et la géolocalisation a aussi un inconvénient qui est de vider énormément et très vite les batteries des téléphones. Et ça, c'est un souci. Parce que vous pouvez très bien arriver à la fin de la balade en ayant vidé votre batterie de téléphone. Donc, voilà, je pense que la géolocalisation, enfin, sans doute, il va y encore y avoir des progrès technologiques et ça va être de mieux en mieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement cela. Voilà, et puis, voilà, donc pour l'instant, nous, on n'est pas allé de ce côté-là. Donc, c'est vrai que ça nécessite d'avoir téléchargé le fichier, d'avoir un minimum d'outillage technique. Alors, je sais qu'il y a Stéphane Marin parmi vous, je pense, qui va intervenir, je l'avais entendu à Montpellier, et lui fournit même du matériel, des casques avec les fichiers son. Ça nous a d'ailleurs donné des idées. Je ne sais pas si on le fera, faut un peu de... Voilà, parce que parfois, effectivement, une partie du public n'est pas forcément connaisseur des nouvelles technologies et donc arrive parfois sans téléphone, sans casque, ou alors avec un vieux smartphone qui ne permet pas de télécharger un fichier. Donc, on a effectivement certains problèmes techniques. Tout n'est pas facile quand on fait une balade ensemble, en collectif. On sent bien qu'on est dans l'expérimentation. Mais voilà. Donc, pour l'instant, nous, on n'est pas allé du côté non plus de la géolocalisation, mais pourquoi pas dans l'avenir. Je veux dire, voilà. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on aime bien, nous, on aime bien cet aspect. Là, ça fait 40 minutes au total, la fiction intégrale. Et on aime bien l'idée que c'est parti pour un voyage. Et voilà, c'est parti pour 40 minutes. Même s'il y a des accidents, c'est pas grave, quoi. On n'est pas non plus là pour contrôler absolument que tout se passe bien, qui est vraiment une synchronisation entre l'image et le son. Il peut y avoir de la désynchro, c'est pas grave. Il se passe autre chose, du coup, entre les images et les sons. C'est pas dramatique. Voilà, donc je voulais remercier donc, le public que je n'ai pas vu. Enfin, un ami m'a envoyé une petite vidéo par WhatsApp, donc j'ai pu quand même avoir une impression, un paysage du public. Je l'en remercie. Il est dans la salle, c'est Hervé d'Olivier qui connaît bien le son et qui a joué dans un documentaire fiction qui s'appelle Débruitage, que vous pouvez écouter sur le net. Débruitage, vous tapez Débruitage et Deleu et vous pouvez écouter cette formidable performance d'Hervé d'Olivier qui a incarné un personnage dans la ville de Bruxelles qui est obsédé par les sons. Et il est là, donc je sais que vous êtes en bonne compagnie et je le remercie de m'avoir envoyé cette petite vidéo qui m'a permis d'avoir un peu l'image et d'avoir même été un peu avec vous en visuel aujourd'hui. Voilà, donc bonne fin de colloque et j'espère à bientôt à Bruxelles. Merci beaucoup.